Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une histoire de solidarité extraordinaire et qui mériterait d'être mieux connue. Le mouvement pour la libération des Juifs soviétiques. Et pour l'évoquer, nous recevons Victoria Géraud-Velmont, réalisatrice du podcast À la rencontre des Juifs d'Urs, dans lequel elle convie les militants venus apporter un soutien matériel et moral aux dissidents juifs de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Bonjour Victoria. Bonjour. Alors ce podcast, diffusé sur RCJ, est disponible sur les plateformes d'écoute et lié à une histoire familiale, la vôtre, une histoire qui vous a fasciné. Les militants avaient pour objectif de rencontrer le maximum de refusniks, ces juifs soviétiques auxquels les autorités refusaient l'autorisation d'émigrer. Pour quelles raisons ces juifs d'Urs étaient-ils devenus des parias ? Alors, pour plusieurs raisons. En fait, les discriminations et les oppressions envers les juifs ont commencé très longtemps avant ce mouvement militant. À la fin des années de Staline, déjà il y avait des premières purges, des procès contre les juifs, intentés contre les juifs, qui n'étaient pas toujours, qui étaient rarement justifiés. Et c'était des véritables procès antisémites. Et après, ça a continué, les discriminations se sont accentuées, il y a eu des numerus clausus dans les universités, les juifs perdaient peu à peu leur métier, étaient écartés du parti communiste. C'était ce genre de discrimination et d'oppression qui était dans le quotidien des juifs soviétiques. Et il y avait aussi une autre forme d'oppression qui était liée à leur volonté d'apprendre l'hébreu ou de pratiquer leur judaïsme. Et ça, c'était complètement interdit en URSS. Et c'est là qu'ils étaient le plus souvent opprimés, envoyés parfois au goulag, emprisonnés. Toutes sortes d'oppressions comme celle-ci. Oui, et ces juifs d'Urs prenaient en revanche beaucoup de risques, contrairement aux militants. Et donc ces juifs mettaient leur vie en jeu. Pour quelques mots d'hébreu, vous employez des mots forts pour évoquer leur quotidien. Oui. Les juifs du silence, les juifs du courage. Exactement. Alors j'ai repris ces expressions. Les juifs du silence, ça vient d'une expression du livre de Elie Wiesel qui s'est rendu en URSS en 1954. Et en fait, pendant son voyage, il s'est rendu compte de ce silence qui entourait les juifs soviétiques, à la fois le silence lié à leur discrimination, qui était tue, on cachait ce qui leur arrivait, mais aussi le silence des juifs soviétiques eux-mêmes qui faisaient tout en cachette, qui même quand ils voulaient pratiquer leur judaïsme, le faisaient en cachette chez eux. Donc j'ai repris cette expression-là, et l'autre expression, les juifs du courage, elle vient surtout d'un homme qui s'appelle David Suskind et qui a été un grand militant belge pour la communauté juive et qui lui s'est battu pour qu'on parle de ces oppressions, pour qu'on parle de tout ça et qu'on mette à jour toute cette aide pour les militants, pour les juifs soviétiques, pardon. Il fallait en effet beaucoup de courage dans ces circonstances et donc je dis les militants avaient pour objectif de rencontrer le maximum de refusniks et donc ces militants devaient prendre d'infinies précautions et vous avez d'ailleurs quelques anecdotes à ce sujet. Oui, complètement. Alors c'était des voyages quand même risqués, il fallait être à la fois courageux et un peu naïf aussi, hein. C'est le cas par exemple de ma mère qui me raconte qu'au départ, parce que ma mère du coup, je le raconte dans le podcast, est allée en URSS en 1980 au moment des Jeux Olympiques de Moscou et elle s'est rendue avec son premier mari pour aller rencontrer des juifs soviétiques. Elle avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était d'aller prendre les noms et les adresses, les numéros des juifs soviétiques qui étaient en danger et qui aussi demandaient un visa pour Israël. Mais elle avait aussi comme mission d'apporter des livres de prière ou des livres en lien avec le judaïsme ou des livres ou des dictionnaires russes-hébreux, tout ce genre de matériel qui était interdit en URSS. Et alors pour cela, il fallait tout faire clandestinement, parce qu'en fait ils étaient dans des voyages organisés par l'URSS. C'était très très organisé comme voyage, des visites officielles, des visites traditionnelles. Et ils arrivaient à s'échapper comme ça en apprenant par cœur ce qu'ils apprenaient dans les musées pour pouvoir dire qu'ils y étaient. Et puis il y avait aussi toutes les cachettes qu'ils trouvaient. Ma mère me racontait qu'ils avaient cousu des poches dans leurs imperméables pour cacher les livres sur le trajet dans l'avion, ou alors ils se parlaient par des ardoises magiques
dans les chambres d'hôtel parce qu'ils savaient qu'ils étaient sur écoute. Oui, vous croyiez enfant que votre mère, qui s'appelait Pascal et qui se faisait appeler Maya, était un agent secret. Complètement. J'étais persuadée qu'elle était agent secret. Moi, j'avais compris que ce voyage avait été à la fois clandestin et assez discret. Ma mère m'avait très vite raconté cette histoire de poches cousues dans les manteaux et de fouilles, et d'ardoises magiques. Et d'ardoises magiques. Donc pour moi, oui, en effet, j'étais persuadée que ma mère était agent secrète quand j'ai connu cette histoire à l'âge de 12-13 ans. Et bien sûr, ces juifs soviétiques se trouvaient dans une situation de grande précarité. Oui. Alors ça, c'était le cas de la plupart des soviétiques en réalité. C'était pas uniquement les juifs, mais c'est vrai que en URSS, la précarité, elle était terrible. C'est surtout Anne-Marie Revkolevski dans le podcast qui raconte à quel point il y avait rien sur les marchés, que dès qu'ils leur emmenaient des jouets, ça valait de l'or, qu'ils leur laissaient leurs jeans, leurs vêtements, parce qu'en fait tout ça ils pouvaient l'utiliser pour les revendre et pour eux c'était des mines d'or. Ça leur permettait d'acheter de la nourriture, d'acheter de quoi vivre, de quoi se réchauffer, et c'était très important pour eux, oui. Oui, et on apprend dans votre podcast qu'Israël a joué un rôle majeur dans l'exfiltration des Juifs d'Union soviétique, et cette période est d'autant plus fascinante pour les amateurs d'histoire qu'Israël a utilisé la diplomatie officieuse. Oui, alors ça c'était vraiment important pour moi d'en parler dans le podcast parce que au départ, moi quand je suis partie de l'histoire de ma mère, c'était vraiment pas quelque chose que je savais, que j'avais imaginé même. Je pensais pas je me doutais qu'il y avait peut-être une organisation, voilà, comme ça partait des mouvements de jeunesse, que Israël était peut-être, que en tout cas des Israéliens avaient pris part à ce combat-là, mais je pensais pas que en fait Israël travaillait sur cette question-là depuis les années 50. Et dès les années 50, ils ont créé un bureau spécial rattaché au Premier ministre pour aller aider les Juifs soviétiques. Et en effet, jusqu'à la guerre des 6 jours en 1967, ils jouaient sur les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Et c'est qu'en 1967, quand les relations diplomatiques entre Israël et l'Union soviétique ont été rompues, qu'ils sont passés par d'autres canaux. Et là, ils sont allés aux États-Unis, en Amérique latine, en France, en Belgique. Et c'est par là qu'ils ont réussi à commencer à faire pression sur l'URSS. Et la grande force des Israéliens était de comprendre qu'ils avaient besoin d'alliés en dehors de leur périmètre communautaire. Bien sûr. Ça, c'était une grande force. Et c'est grâce à une grande partie du mouvement de libération aux États-Unis que ça a pu fonctionner. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont réussi à faire s'engager les lobbies, pas que les lobbies juifs en fait. Il y avait vraiment une ampleur commerciale, économique, dont les juifs permettaient de faire pression. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a carrément eu un amendement, l'amendement de Jackson-Vanik en 1974, qui permettait de dire que tant que les minorités, et donc les juifs en URSS, étaient opprimés et n'avaient pas le droit de partir du pays, eh bien les relations économiques seraient compliquées. Et ça, c'est très fort parce que ça dépasse la communauté juive. Et le meilleur moyen de médiatiser la cause des Juifs durs, ça a été l'organisation de conférences. Oui. À Paris, à Bruxelles. Oui. Ça, c'était des moments très importants parce que c'était des conférences du coup internationales qui rassemblaient un monde fou. À Bruxelles, la conférence de 71, sur laquelle je reviens dans l'épisode 5, c'est un moment crucial en fait pour le mouvement de libération parce que il y a eu plus de 700 personnes qui ont été rassemblées, des personnes du monde entier, à la fois des chefs de gouvernement, des personnalités politiques, des personnalités publiques, artistiques, littéraires, dont Elie Wiesel par exemple. Et c'était des moments où on parlait de comment on allait faire pour aider les Juifs soviétiques. Et là, on invitait aussi des anciens républicains, donc des anciens soviétiques qui venaient raconter leur expérience et apporter leur témoignage pour rendre la mobilisation plus forte. Ouais. Et dites-moi, Victoria, un tel engagement a dû laisser des traces indélébiles dans la mémoire des militants que vous avez rencontrés. Vos intervenants le mentionnent dans le podcast. Oui, c'est incontestable. C'est un moment indélébile pour eux. C'est fou parce que moi, ma génération n'est pas... Enfin, j'ai 24 ans et ma génération est très peu au courant en fait de cette mobilisation qui a duré quand même 20 ans, enfin même plus.
mais qui a été très active pendant 20 ans, notamment en France. Et c'est un peu passé aux oubliettes, en fait. Moi, s'il n'y avait pas eu ma mère qui m'avait raconté ça et que j'avais pas cru en cette histoire extraordinaire, je n'aurais pas été au courant de cet investissement-là, de ce militantisme-là, de cet engagement. Et je voulais transmettre ça à ma génération et même à toutes les personnes qui sont pas au courant de ce mouvement-là, parce que c'est un moment extraordinaire. Toutes les personnes que j'ai rencontrées me racontent qu'il y a eu un avant et un après de l'aide aux Juifs soviétiques. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui était viscéral pour eux. C'est après la Shoah où il y a beaucoup de personnes qui ont vécu la Shoah, dans les personnes qui se sont mobilisées à ce moment-là, qui disaient pendant la Shoah on nous a oubliés, on nous a pas assez aidés. Aujourd'hui on sait qu'il y a ce problème-là, on sait qu'on a des frères soviétiques qui sont en danger, il faut qu'on les aide et on ne peut pas rester sans rien faire. Eh bien, merci beaucoup Victoria pour cette interview. Cette histoire fait évidemment sens aujourd'hui dans bien des situations. Pour défendre certaines causes, on se place souvent aussi dans l'inégalité. Oui, merci beaucoup. Du 7 au 16 juillet, la Marina de Marseille accueille le Test Event olympique, sorte de répétition générale avant les Jeux olympiques de l'année prochaine. Et parmi les athlètes sélectionnés, Axel Mazella, dans la catégorie kitesurf ou kiteboarding, du Yare Kitesurf Association, et qui possède déjà un solide palmarès. Bonjour à vous. Bonjour. Cette discipline spectaculaire devient de plus en plus prisée des personnes en quête d'adrénaline, mais peine encore à se faire connaître. Pourriez-vous nous présenter ce sport et les compétences qu'il exige ? Alors, donc moi, je fais du kitesurf, et plus précisément du kitefoil en compétition. Donc c'est la discipline olympique. En fait, on a en l'air un gros cerf-volant qui va de 9 mètres carrés à 23 mètres carrés. Et on est poussé par le vent sur l'eau et on glisse avec sous les pieds une planche qui a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un foil. Donc c'est un peu la nouveauté qu'il y a aujourd'hui sur les sports de glisse. C'est un grand aileron en carbone qui fait 1 mètre. Et à l'extrémité, c'est un aileron qui a la forme d'un avion. Et le principe, c'est comme un avion qui vole dans l'air, mais moi, ça vole dans l'eau. Et en fait, j'évolue sur l'eau à 1 mètre au-dessus de la mer et les sensations sont incroyables. Âgé de 25 ans à peine, vous êtes déjà 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde, 3 fois champion d'Europe. On peut dire que vous êtes un athlète précoce. Qu'est-ce qui vous a amené à une telle réussite ? En fait, moi, je viens d'abord de la natation. J'ai été en sport-études pendant quasiment 6 ans. Donc, j'ai déjà eu un peu goûté au travail acharné tous les jours. Et donc, je pense que ça a un peu forgé mon caractère. Ensuite, j'ai découvert le kite très tôt, à l'âge de 12 ans, poussé par mes 2 grands frères. Et de là, en fait, j'ai connu le sport très, très jeune. Et j'ai connu son évolution et donc en fait j'ai été baigné dedans depuis tout petit. Pratiquer son sport favori au plus haut niveau, il n'y a pas plus gratifiant. Alors parmi les prochains rendez-vous, le Test Event du 7 au 16 juillet sera l'occasion de tester le site de compétition, mais les noms des athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques ne seront donc connus que plus tard. En tout cas, pour nous, la France, les athlètes sont connus. La fédération a fait la sélection, donc ce sera... Dans notre support, ça sera Lauriane Nolot chez les filles et moi-même chez les garçons. Et ensuite, ça sera ouvert pour les autres pays. En fait, chaque fédération fait sa propre sélection. Donc, officiellement, on ne connaît pas encore la liste des inscrits. Mais il y aura un quota de 1 représentant par nation. Et le kiteboarding féminin et le kiteboarding masculin sont devenus les 9e et 10e disciplines de voile suite à la non-sélection de la course au large en double mixte pour ces Jeux Olympiques. Alors malgré la concurrence, une saine émulation se dégage de cette équipe de France. Quelle concurrence, vous dites ? Non, je disais que malgré la concurrence, une saine émulation se dégage de cette équipe de France. Oui, voilà, en fait, on est vraiment très bien représenté au niveau international. Autant chez les garçons que chez les filles. Par exemple, là, sur les 2 compétitions internationales qui étaient à Palma de Majorque et à la Semaine olympique française, il y a eu 4 Français dans le top 10. Donc, on est très très bien représentés. Chez les filles, il y avait 3 athlètes dans le top 10.
Et donc ça crée une émulation. On a un esprit d'équipe qui est assez soudé, et malgré des hauts et des bas forcément, puisqu'il y a de la rivalité aussi entre nous, et ça reste un sport individuel. Mais je pense que le niveau français aujourd'hui est aussi haut de par notre aspect d'équipe. Les Français sont donc en bonne voie pour bien figurer lors de ces Jeux. Et donc vous avez bon espoir à titre personnel et à titre collectif pour ces Jeux olympiques à domicile. Oui, voilà, on a la chance du coup d'avoir ces JO à la maison. Donc on va passer énormément de temps sur ce Pando de Marseille pour le connaître par cœur et augmenter du coup nos chances de médaille. Et ça sera de même aussi pour tous les tas de supports olympiques à voile. On a eu des directives de la Fédé sur le fait d'être le plus présent possible sur le Pando pour le connaître par cœur et s'adapter à toutes les conditions météorologiques qu'on va pouvoir rencontrer le jour J. Et avec des pointes à plus de 80 km/h, le kitefall promet d'être l'une des révélations de ces JO. Pourriez-vous nous présenter le déroulé des épreuves et les conditions pour se qualifier, même si c'est déjà fait, mais les conditions préalables au départ? Alors, pour clarifier, moi, donc là, j'ai été sélectionné pour le test event, mais j'ai aucune garantie de participer aux Jeux Olympiques. Il va encore falloir que je fasse mes preuves, et ça sera sous la décision du jury de la Fédération française de voile. Ensuite, le sélectionné participera donc aux Jeux Olympiques. Il y aura 3 jours de qualification, donc 3 jours où, en fait, au bout desquels ils vont prendre les 30 premiers, les 30 meilleurs, au bout de ces 3 jours. Ensuite, ces 30 meilleurs vont rentrer dans 2 jours où est-ce qu'ils vont s'affronter entre eux. Donc en fait, c'est un système de manches. Une manche, ça dure 15 minutes avec un départ, un parcours qui est prédéfini avec des bouées et une ligne d'arrivée. Donc ça, c'est une manche. On en fait maximum 5 par jour. Et ensuite, à la suite de ces 2 jours où les 30 premiers se sont rencontrés, seulement les 10 premiers seront retenus pour un système de demi-finale finale, et après ça sera une finale à 4. Le kitefall qui devrait être aussi un succès médiatique. On sait les sacrifices que représente une préparation olympique sur le plan sportif. La réussite passe aussi par la préparation mentale, tout aussi importante. Oui, bien sûr, ça passe par la préparation mentale, la préparation physique. Moi, j'ai un préparateur mental qui me suit depuis 2015, donc avec qui j'ai construit une relation assez fusionnelle, et on fait face du coup à tous mes problèmes et tous les axes de travail que je pourrais améliorer pour la compétition, gérer la compétition, le stress. Donc oui, c'est sûr, c'est pas mis de côté. De même pour la préparation physique, j'ai un programme assez soutenu avec 5 à 6 entraînements par semaine en salle, plus après les séances d'entraînement sur l'eau. Donc voilà, après la diététique pareil, on est vraiment devenu un sport professionnel. Et comme tout sportif de haut niveau, vous savez l'importance de préparer votre après-carrière, et vous avez décidé de vous orienter vers un métier fort utile aux sportifs, celui de kiné. Exactement. En fait, par l'appui de ma fédération, j'ai réussi à intégrer une école de kiné avec mon statut de sportif de haut niveau. Et donc, ça permet de préparer ma reconversion pour plus tard. Donc là, j'ai été diplômé en 2020. Et au moins, j'ai le diplôme en poche. Et là, ça me permet de me consacrer pleinement à mon projet sportif, sans penser à l'avenir, puisque je sais que je pourrais rebondir tôt ou tard. Et quoi qu'il arrive, j'aurai une bouée de secours. Donc, c'est génial. Eh bien, merci beaucoup Axel Mazella de nous avoir fait découvrir votre discipline avec tous les titres que vous avez trustés. On ne pouvait pas trouver meilleur ambassadeur. J'ajoute que l'on peut suivre votre parcours sur Instagram, Axel-8 Mazella, et Facebook Mazella Axel. Et bonne chance à vous. Merci beaucoup.